Lors d'un BBQ, mon père, ivre, m'a lancé, tu es un accident, je voulais un fils. Je n'ai pas bronché. J'ai répondu, ma mère m'a dit autre chose avant de mourir. Veux-tu que je lise sa lettre? Sa main s'est mise à trembler. Tu sais que tu étais un accident, n'est-ce pas? Je voulais un fils. Mon père m'a dit ça en face, devant 31 membres de la famille, après avoir bu 6 Cronenbourg. Debout sur la pelouse que ma mère avait plantée, chaque hortensia à la main. La fumée de son nouveau barbecue Weber s'enroulait derrière lui comme un halo qu'il ne méritait pas. Tante Carole a laissé tomber son assiette en carton. La salade de pommes de terre a atterri sur l'herbe. 31 têtes se sont tournées. Personne ne respirait. Je n'ai pas bronché. J'ai dit, c'est drôle, maman m'a dit quelque chose de différent avant de mourir. Tu veux que je lise sa lettre? Sa main s'est mise à trembler. Cette lettre contenait une vérité que mon père avait enterrée pendant 30 ans. Et elle n'a pas seulement gâché son 14 juillet. Elle a défait chaque mensonge qu'il avait raconté sur ma mère, sur moi, et sur le nom qui figurait réellement sur le titre de propriété de la maison qu'il appelait la sienne. Je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans. Je suis infirmière en soins intensifs. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 ans avant ce 14 juillet, au jour où ma mère a reçu son diagnostic. La maison de la rue des Lilas était une bâtisse blanche au volet vert avec une grande véranda qui faisait le tour et qui grinçait à 3 endroits que ma mère connaissait par cœur. Elle enjambait la 2e et la 3e planche chaque matin quand elle sortait pieds nus pour arroser ses hortensias avant que mon père ne se réveille. Elle se déplaçait dans cette maison comme quelqu'un qui essaie de ne pas être entendu. J'ai grandi en pensant que c'était normal. Mon père, Rémi Dubois, avait un fauteuil relax en cuir dans le salon, marron foncé, craquelé aux accoudoirs, positionné en plein centre, face à la télévision. Personne ne s'y asseyait, ni ma mère, ni moi, pas même l'oncle Bernard quand il venait nous voir. C'était implicite. Ce fauteuil était son trône, et nous nous arrangions autour. Il contrôlait tout. Le thermostat, 19 en hiver, 24 en été. Et si vous y touchiez, que Dieu vous vienne en aide. La télécommande, la liste de courses, le planning des dîners. Ma mère cuisinait ce qu'il voulait, quand il le voulait, et débarrassait les assiettes avant même qu'il n'ait à le demander. Elle n'a jamais eu son propre compte en banque. Son nom ne figurait pas sur le compte courant. Elle lui demandait de l'argent pour les courses chaque lundi matin, et il sortait les billets de son portefeuille un par un, les comptant à voix haute comme si elle était une caissière rendant la monnaie. Je n'ai réalisé que les autres familles ne fonctionnaient pas comme ça que vers l'âge de 14 ans, en passant un week-end chez une amie et en voyant sa mère passer une carte de crédit chez Monoprix sans appeler personne d'abord. La maison elle-même était magnifique. Ma mère l'avait rendue ainsi. Les jardinières aux fenêtres, le jardin d'herbes aromatiques le long du mur sud, la balancelle qu'elle avait trouvée dans un vide-grenier. Elle mettait tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à voix haute dans cette maison. Et mon père l'appelait la sienne. Mon toit, mes règles, disait-il si l'un de nous avait une opinion. Ça ne te plaît pas? Voilà la porte. Je ne savais pas encore ce que j'apprendrais finalement. Que ce toit n'était pas du tout le sien. Rémi Dubois n'était pas un homme compliqué. Il croyait en 3 choses avec une certitude absolue. Qu'il était le chef de famille. Que les femmes avaient des rôles de soutien, et que quiconque contestait l'un ou l'autre de ces points manquait de respect. Qu'est-ce que les femmes y connaissent? Était son refrain. Il le disait au dîner quand ma mère suggérait de renégocier le prêt. Il le disait lors d'un repas de famille à la Toussaint quand sa cousine Hélène abordait la politique. Il me l'a dit quand je lui ai annoncé que j'avais été accepté à l'école d'infirmière de la région. Infirmière? Alors tu vas vider des bassins? Super carrière pour une fille, j'imagine. Ma mère ne discutait jamais. Quand il élevait la voix, elle se figeait. Les épaules rentrées, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur la nappe. Je pensais qu'elle était patiente. Je comprends maintenant qu'elle se mettait en sécurité. Il y a une nuit que je ne peux oublier. J'avais 16 ans. Il était rentré du travail de mauvaise humeur. Quelque chose à propos d'une commande de pièces qui avait mal tourné au magasin, et il s'en est pris à moi. Mes notes, mes amis, la longueur de mon short. Sa voix remplissait la cuisine comme un système de haute pression. Je me tenais au comptoir, agrippant le bord, refusant de pleurer, et j'ai vu ma mère.
Elle était assise à la table derrière lui. Et juste une seconde, une demi-seconde, ses épaules se sont relâchées, elle a expiré. Un soulagement, parce que c'était moi, pas elle. Puis ses yeux ont croisé les miens, et le soulagement s'est transformé en quelque chose pour lequel je n'ai pas eu de mots avant d'être bien plus âgé. La culpabilité. Une culpabilité profonde et corrosive. Cette nuit-là, elle est venue dans ma chambre après qu'il se soit endormi dans son fauteuil. Elle s'est assise au bord de mon lit et a murmuré « Je suis désolé de ne pas pouvoir te protéger comme je le devrais. » Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Ça l'était. L'appel est arrivé un mardi de mars. Je venais de finir mon stage clinique, 12 heures debout dans l'unité de soins continus, et j'étais assise dans ma Renault Clio sur le parking de l'hôpital avec un café froid dans le porte-gobelet quand le nom de ma mère s'est allumé sur mon téléphone. Cancer du pancréas. Stade 3. Elle l'a dit comme elle disait tout ce qui était difficile. Doucement, comme si elle s'excusait pour le dérangement. Le médecin dit qu'on devrait parler des options de traitement. Je ne voulais pas te déranger pendant ton service. J'ai conduit directement chez moi, 2 heures sur l'autoroute, les deux mains crispées sur le volant. Quand je suis arrivé, mon père était dans le garage, pas avec elle. Dans le garage, la porte à moitié ouverte, une Cronenbourg sur l'établi, en train de polir les chromes de son Peugeot 5008. Il polissait cette voiture chaque samedi comme si elle lui devait quelque chose. Il ne manquait jamais une semaine. Mais pendant les 14 mois de chimio et de radiothérapie de ma mère, il ne l'a pas conduite à l'hôpital une seule fois. Pas une seule fois. Je le faisais, chaque mardi et un jeudi sur 2. Je passais la prendre dans ma Clio, l'aidais à monter sur le siège passager, je tenais un sac en plastique sur mes genoux au cas où la nausée la prendrait avant qu'on arrive. J'attendais dans la salle d'attente en lisant mes notes de pharmacologie pendant qu'il lui injectait du poison dans les veines, puis je la ramenais à la maison, l'aidais à se coucher et laissais un verre de limonade sur la table de nuit. La contribution de mon père était de se plaindre que le dîner était en retard. Pendant ces mois, quelque chose a changé entre ma mère et ma tante Carole. Les appels téléphoniques sont devenus plus longs. Parfois, j'entrais dans la cuisine et ma mère baissait la voix et disait « Je te rappelle, Carole ». Puis elle me souriait comme si de rien n'était. Je pensais qu'elle se comportait juste comme des sœurs. Je n'avais aucune idée qu'elle construisait quelque chose. Ma mère est morte un dimanche d'octobre. L'infirmière des soins palliatifs a dit que c'était paisible, et je l'ai cru parce que je tenais la main de ma mère quand c'est arrivé, et j'ai senti le moment exact où elle a cessé de serrer la mienne. Mon père était en bas, à regarder le football. Je me suis occupé des funérailles, des appels téléphoniques, des fleurs, de la nécrologie dans le journal local. Rémi s'est assis dans son fauteuil et a dit aux gens qu'il était trop anéanti pour fonctionner, et ils l'ont cru parce qu'il avait perfectionné le rôle du mari éploré comme certains hommes perfectionnent un swing de golf, avec de la pratique et aucun sentiment réel en dessous. 5 mois plus tard, il a présenté Delphine. Elle est arrivée à un dîner du dimanche vêtue d'un pull en cachemire blanc et de talons qui claquaient sur le parquet de ma mère. Elle s'est assise à la place de ma mère à table, celle la plus proche de la cuisine, celle où ma mère s'était assise pendant 30 ans. Et Rémi n'a même pas scié. Il a découpé le rôti comme si c'était une fête. Delphine Kessler, 40 ans, agent immobilier, mèche blonde et un sourire qui calculait la superficie. Après le dîner, Rémi a fait glisser un dossier cartonné sur la table vers moi. Juste quelques papiers administratifs pour la succession de ta mère. Des trucs d'avocat. Signe où il y a les onglets et on en aura fini. J'étais épuisé. J'étais en deuil. J'avais 25 ans et je venais de passer 14 mois à regarder ma mère disparaître. J'ai signé la plupart des pages sans les lire. Il y avait environ 8 ou 9 formulaires. J'en ai parcouru 6 ou 7, puis mon beeper s'est déclenché. Service de nuit, soins intensifs, un patient en arrêt cardiaque. J'ai laissé les dernières pages non signées et je lui ai dit que je finirais la semaine suivante. Une de ces pages non signées était un acte de renonciation. Je ne le savais pas à l'époque. La procuration expirée que j'avais signée par accident était déjà nulle. Rémi ne s'en était tout simplement pas rendu compte. Rémi n'a pas perdu de temps. Quelques semaines après ce dîner, les appels ont commencé. Mais pas à moi, à tout le monde. L'oncle Bernard a reçu le premier. Puis la cousine Pascale, puis les voisins de la rue des Lilas, puis les femmes de l'ancien groupe de l'église de ma mère.
La version de l'histoire de Rémi était la suivante: sa fille, pour qui il avait tout sacrifié et qu'il avait élevé, l'avait abandonné dans son deuil, ne l'appelait pas, ne lui rendait pas visite, ne venait même pas dîner. La vérité, c'est que je travaillais 4 nuits par semaine et que je passais mes jours de congé à dormir ou à pleurer dans mon appartement. Mais la vérité ne voyage pas aussi vite qu'une histoire de victime racontée par un homme à la voix grave et au timing parfait. L'oncle Bernard m'a envoyé un texto un mercredi soir à 23 h, juste après que j'ai perdu un patient. Mes mains sentaient encore les gants en nitrile. Le message disait: ton père est seul, Amélie. Il a perdu sa femme. Ne sois pas égoïste. Puis un autre 2 minutes plus tard, un lien vers un article intitulé « Quand les enfants adultes abandonnent leurs parents âgés, une crise croissante ». J'ai regardé mon téléphone dans la salle de repos et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mes 16 ans. Ce vieux sentiment familier de me sentir diminué, comme si j'étais le problème. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'en ai tapé une autre, je l'ai effacée aussi. Que dites-vous à un oncle qui vous connaît depuis toujours mais qui ne vous a jamais demandé votre version de l'histoire? J'ai appelé l'oncle Bernard le lendemain matin et j'ai essayé d'expliquer les gardes, l'épuisement, le fait que Rémi ne m'avait jamais rendu visite une seule fois. Bernard a écouté pendant environ 45 secondes, puis a dit: c'est ton père, Amélie. On n'en a qu'un. Après ça, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Il y a une différence entre les gens qui ne comprennent pas et les gens qui ne veulent pas comprendre. Je ne savais pas encore que Rémi préparait quelque chose de spécifique. Que cette campagne de dénigrement n'était pas du chagrin. C'était de la stratégie. Je suis retourné à la maison de la rue des Lilas en avril pour récupérer une boîte d'affaires de ma mère que j'avais laissée dans le placard à l'étage. De vieux albums photos principalement, et une écharpe qui sentait encore son Chanel numéro 5. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré et je me suis arrêté 3 pas après le seuil. Le salon semblait le même. Le fauteuil de Rémi. La télé en sourdine. Des canettes de bière sur la table d'appoint. Mais quelque chose était différent dans l'air. Un parfum différent. Quelque chose de sucré et de synthétique. Je suis monté. La porte de la chambre de mes parents était ouverte. La photo de mariage qui avait été accrochée au-dessus de la commode depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, ma mère dans une simple robe ivoire, riant, la main sur la poitrine de mon père, avait disparu. Le clou était encore dans le mur. À sa place, Delphine avait accroché une estampe encadrée d'un coucher de soleil sur la plage. La coiffeuse de ma mère, celle en chêne avec le miroir ovale, celle où elle s'asseyait chaque matin pour mettre son rouge à lèvres, même quand elle était trop malade pour quitter la maison, était couverte des affaires de Delphine. Brosse, poudrier, un flacon de brume corporelle, là où se trouvait le Chanel numéro 5 de ma mère. Delphine est apparue depuis la salle de bain principale en peignoir éponge, s'essuyant les cheveux. Elle m'a regardé sans surprise. « Oh, ton père a dit que ça ne te dérangerait pas. » J'ai entendu la voix de Rémi du bas de l'escalier. « Amélie, arrête de fouiner. Ce n'est plus ta chambre. » J'ai failli partir. J'ai failli prendre ma boîte et m'en aller. Mais je suis passé par le salon en sortant. Et là, sur la table basse, glissé sous un programme télé, il y avait un dossier avec le logo d'une agence immobilière. L'agence de Delphine. À l'intérieur, une analyse comparative du marché pour le 414 rue des Lilas. Valeur estimée, 280 000 €. Il ne se contentait pas de tourner la page sur ma mère. Il vendait sa maison. C'est la première fois que j'ai pensé, il n'est pas seulement cruel. Il prépare quelque chose. 2 semaines plus tard, Rémi m'a appelé. La première fois en des mois qu'il composait mon numéro au lieu de celui de l'oncle Bernard. Viens dîner vendredi, a-t-il dit. Delphine fait un rôti de bœuf. L'invitation seule aurait dû être un signal d'alarme. Mon père ne m'avait jamais invité à dîner. Il l'annonçait ou il s'y attendait, mais il ne demandait pas. J'y suis allé quand même. La table était mise pour 3. Delphine avait sorti des serviettes en tissu et une bougie. Une mise en scène, ai-je réalisé plus tard, comme si elle faisait visiter une maison. Le rôti de bœuf était correct. Le vin était bon marché. Mon père se tenait à carreau, ce qui signifiait qu'il ne m'avait interrompu que 2 fois. Une fois les assiettes débarrassées, Rémi a attrapé derrière sa chaise un autre dossier cartonné, le même que la fois précédente.
Il l'a placé entre nous sur la table, bien droit par rapport au bord, comme si de rien n'était. L'avocat a dit qu'on avait oublié un formulaire la dernière fois. C'est juste pour transférer le titre de propriété à mon nom pour la gestion de la succession. Un truc standard. J'ai ouvert le dossier. Une seule page, avec en tête, acte de renonciation. En dessous, en langage clair, transfert de tout droit, titre et intérêt sur le bien immobilier 6 au 414 rue des Lilas de la succession d'Hélène Moreau-Dubois à Rémy A. Dubois. Je l'ai lu 2 fois. Delphine est apparue à mon coude avec un stylo. C'est vraiment standard, Amélie. J'en vois tout le temps dans l'immobilier. J'ai regardé mon père. Il m'observait avec cette expression que j'avais vue 1000 fois, celle qui signifiait « fais ce que je dis et ne pose pas de questions ». J'ai besoin de le faire vérifier par mon propre avocat, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée. Un avocat? Tu ne fais pas confiance à ton propre père? Si ce ne sont que des papiers, ai-je dit, alors il n'y a pas d'urgence. Je le ferai examiner par quelqu'un. J'ai pris l'acte de renonciation, je l'ai mis dans mon sac et j'ai conduit directement chez ma tante Carole. Carole Moreau vivait dans une maison en briques à 20 km de la ville, le genre d'endroit qui sentait le café et les déclarations d'impôts. Elle était expert comptable depuis 25 ans, et sa table de cuisine avait vu plus de fiches de paie que de dîners de famille. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe, comme si elle m'attendait. J'ai posé l'acte de renonciation sur sa table de cuisine en chêne, la même table où, j'allais la prendre plus tard, elle et ma mère s'étaient assises 2 ans avant la mort de ma mère pour signer leurs propres documents. Carole a pris le formulaire. L'a lu une fois. Son visage est devenu impassible. Pas surprise. Pire que ça. Confirmé. Il essaie de prendre la maison, a-t-elle dit. Puis elle m'a regardé. Amélie, la maison n'a jamais été à lui. Elle l'a dit simplement, comme elle disait tout. Carole ne faisait pas dans le drame. Elle faisait dans les faits. Ta mère a acheté cette maison avec l'argent de l'héritage de tes grands-parents. Les Moreau. 180 000 €. Le titre de propriété est à son nom. Hélène Moreau-Dubois. Le nom de Rémy n'y figure pas. Il n'y a jamais figuré. Je la fixais. 30 ans que mon père appelait cette maison la sienne. 30 ans. Carole a continué. Ta mère a fait un testament, un vrai, avec un avocat, maître Richard Aubert, en ville. La maison te revient. La succession a déjà été réglée. Elle est à toi, Amélie. Elle est à toi depuis la mort de ta mère. Je ne pouvais pas parler. Carole m'a laissé un moment. Puis elle s'est levée, s'est dirigée vers le classeur de son bureau à domicile et est revenue avec une enveloppe scellée, couleur crème, avec l'écriture de ma mère sur le devant, dans sa belle cursive soignée, pour Amélie, quand elle sera prête. Ta mère a aussi laissé ça, a dit Carole. Elle m'a dit de te le donner quand tu en aurais besoin. Je pense que tu en as besoin. J'ai tenu l'enveloppe à 2 mains. Lis-la quand tu seras prête, a dit Carole. Mais ne la lis pas seule. Je ne l'ai pas ouverte cette nuit-là. Je suis restée assise dans ma voiture dans l'allée de Carole pendant 20 minutes, moteur éteint, tenant la lettre que ma mère m'avait écrite de l'au-delà. Et j'ai pensé à chaque fois que mon père avait dit ma maison, mes règles, et comment ma mère avait dû rester assise là, à écouter, connaissant la vérité, sans rien dire. Elle ne pouvait pas le combattre de son vivant. Alors elle l'a combattu sur papier. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet de maître Richard Aubert. Sa secrétaire m'a passé en moins d'1 minute, ce qui m'a indiqué qu'il avait été briefé. Il avait une voix calme et posée, le genre d'homme qui lit chaque ligne avant de signer quoi que ce soit, ce qui était exactement ce dont ma mère avait besoin. Mademoiselle Dubois, j'attendais votre appel, honnêtement, depuis environ 1 an. Il a confirmé tout ce que Carole m'avait dit. Le testament était valide. Il avait été déposé, enregistré pour la succession et exécuté. La maison au 414 rue des Lilas, titre de propriété enregistré sous le nom d'Hélène Moreau-Dubois, m'avait été transférée à la mort de ma mère en tant qu'unique bénéficiaire désigné. Les papiers étaient en règle. Le titre était clair. Votre père n'a aucune revendication légale sur la propriété, a dit maître Aubert. Il peut y résider en tant qu'invité, mais il ne peut pas la vendre, pas l'hypothéquer, et ne peut pas en transférer le titre sans votre signature sur un acte de renonciation, ce qui, je suppose,
est la raison de votre appel. Je lui ai parlé du formulaire que Rémi m'avait donné. Maître Aubert a fait une pause. Alors je dois vous dire autre chose. Il y a environ 18 mois, avant le décès de votre mère, un responsable de prêt du Crédit Régional m'a contacté parce que quelqu'un avait demandé une deuxième hypothèque sur le 414 rue des Lilas. Le demandeur était Rémi Dubois. La banque l'a signalé parce que son nom ne figurait pas sur le titre de propriété. Ils ont rejeté la demande. Mon estomac s'est noué. Votre mère l'a découvert, a dit Maître Aubert. C'est là qu'elle a appelé Carole. C'est là que nous avons finalisé le testament et mis en place la fiducie. La fiducie? Je n'étais même pas encore arrivé à cette partie. 220 000 €, a dit Maître Aubert. Détenu dans une fiducie révocable, vous nommant comme bénéficiaire, financé par l'héritage distinct de votre mère. Monsieur Dubois n'y a aucun accès et n'a aucune connaissance de son solde actuel. J'étais assise dans mon appartement, le téléphone collé à mon oreille, faisant les calculs que ma mère avait fait alors qu'elle était mourante. Une semaine plus tard, Rémi a rappelé. Barbecue du 14 juillet, a-t-il dit. Toute la famille vient. Apporte ses papiers signés. Je lui ai dit que je serais là, mais que je n'apporterais pas ses papiers. J'apporterais ceux de ma mère. Le 14 juillet sur la rue des Lilas ressemblait à une carte postale. Mon père avait mis les petits plats dans les grands, ou plutôt, sa carte de crédit. Un barbecue Weber Genesis flambant neuf trônait sur la terrasse comme un hôtel chromé, portant encore la marque de bronzage de l'étiquette de prix décollée ce matin-là. Des guirlandes tricolores pendaient aux rampes de la véranda. Une table pliante s'étendait sur toute la longueur du jardin, recouverte d'une nappe à carreaux, chargée de salades piémontaises et de maïs, et de glacières de Cronenbourg. 31 personnes. J'ai compté en arrivant. L'oncle Bernard et sa femme Hélène tenant la conversation près de la salade de pommes de terre. La cousine Pascale avec ses 3 enfants courant avec des cierges magiques sur la pelouse. Les collègues de Rémi du magasin de pièces auto. Les voisins, les gens de l'église, tout l'arsenal de la pression sociale assemblé sur des chaises de jardin et des couvertures de pique-nique sous un ciel sans nuages. Et Delphine, debout en tête de table dans une robe d'été blanche et des sandales neuves, tenant un verre de crément, riant de quelque chose que l'oncle Bernard disait, jouant l'hôtesse dans le jardin de ma mère, à côté des hortensias de ma mère. Sous les guirlandes lumineuses que ma mère avait installées 3 étés plus tôt. Je suis arrivé directement après une garde de 12 heures. Je portais encore ma tenue d'infirmière, bleu marine, froissée aux genoux, mon badge accroché à ma poitrine. Je ne m'étais pas changé exprès. Cette tenue était la seule chose honnête que je pouvais porter ce jour-là. Chaque personne présente savait ce que je faisais dans la vie. Chaque personne présente savait que j'avais été celle au chevet de ma mère. La tenue était mon rappel silencieux. Tante Carole était déjà assise près du fond, une assiette en carton en équilibre sur son genou, des lunettes de soleil sur le nez. Quand je suis passé par le portail latéral, ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. Elle m'a fait un petit signe de tête. J'avais l'enveloppe dans la poche de ma blouse. À côté, une copie pliée du testament notarié et une impression du titre de propriété enregistré. Mon père m'a vu arriver. Il a vu mes mains vides. Pas de dossier cartonné, pas de formulaire signé. Son sourire est resté en place, mais quelque chose derrière ses yeux est devenu plat. La voilà. A-t-il annoncé au jardin. Je lui ai dit de venir. Elle finit par écouter. Vers 17 heures, Rémi en était à sa 6e bière. Je le sais parce que je l'ai regardé boire chacune d'elles. C'est un réflexe des soins intensifs. On compte les entrées et les sorties. On suit les signes vitaux. On note le moment où un patient franchit un seuil. Mon père a franchi son seuil vers la 4e bière, quand sa voix est passée de conversationnelle à performative. Il s'était positionné près du barbecue, le centre de gravité, où les gens venaient à lui. Il retournait les hamburgers d'une main et gesticulait avec la Cronenbourg dans l'autre, racontant des histoires plus fortes que nécessaire. De vieilles histoires. Des histoires sur ses jours de gloire à la direction du magasin, sur la voiture qu'il avait restaurée en 2004, sur la fois où il avait rembarré un inspecteur municipal. Des histoires d'hommes, le genre qui commençait par geler se terminait par tout le monde ayant tort. Vers la 5e bière, il a commencé à parler de la famille. Vous savez, a-t-il dit assez fort pour que le groupe de chaises de jardin le plus proche l'entende, j'ai toujours pensé que j'aurais un garçon.
Quelqu'un pour prendre la relève, lui apprendre le métier, transmettre quelque chose. Il a secoué la tête, souriant comme s'il racontait une blague. Ça ne s'est pas passé comme ça. Quelques personnes ont ri poliment. Delphine a rempli sa glacière par derrière, glissant une autre canette dans sa main comme si elle chargeait une arme. L'oncle Bernard s'est penché depuis sa chaise Adirondack. Oui, un fils, ça aurait été quelque chose. J'étais assise à l'autre bout de la table, sur une de ces basses chaises pliantes en aluminium, le genre qu'on garde empilées dans les garages pour les invités supplémentaires. Cela me plaçait environ 15 cm plus bas que tout le monde. J'ai mangé ma salade de pommes de terre lentement et je n'ai pas répondu. Rémi m'a regardé. J'ai vu ce qui se passait, la façon dont un homme ivre se persuade de faire quelque chose. Il s'est redressé. Il s'est éclairci la gorge. Il a pris une longue gorgée de sa 6e bière. Et puis il l'a dit. Tu sais que tu étais un accident, n'est-ce pas? Il l'a dit debout. Il l'a dit en me faisant face. Il l'a dit à un volume qui a coupé court à toutes les conversations annexes, à tous les rires d'enfants, à toutes les explosions de pétards lointains. Je voulais un fils. Le jardin est devenu silencieux, comme une pièce devient silencieuse quand du verre se brise. Pas progressivement, mais d'un seul coup, comme si quelqu'un avait débranché le bruit. 31 personnes, toutes me regardant. L'assiette en carton de ma tante Carole a heurté le sol. Salade de pommes de terre, une cuillère de salade piémontaise, tout ça dans l'herbe. Elle ne l'a pas ramassé. Elle est restée là, sa main encore dans la forme de quelqu'un qui tient quelque chose. Rémi n'avait pas fini. Mais ta mère a insisté pour te garder. Il a incliné sa bière vers moi comme un pointeur. Et regarde comment tu as tourné. Une infirmière qui ne peut même pas se payer son propre appartement. Un enfant a demandé un cierge magique. Personne n'a répondu. Puis Delphine s'est avancée de derrière Rémi et j'ai vu ce qu'elle portait. Le dossier cartonné, l'acte de renonciation, et un stylo. Un stylo à billes argentées, d'aspect cher, le genre que les agents donnent aux clients lors des signatures. Chérie, a dit Delphine, sa voix prenant ce ton apaisant que les agents immobiliers utilisent quand ils veulent que vous ignoriez les fissures dans les fondations. Ton père a juste besoin que tu signes ça pour qu'il puisse s'occuper de la maison. C'est ce que ta mère aurait voulu. Elle a posé le dossier et le stylo sur la table devant moi, juste à côté de mon assiette en carton, comme si c'était le dessert. Rémi s'est tourné vers la foule. C'est une affaire de famille, a-t-il dit. Ma fille a été difficile à propos de quelques papiers de succession de base. J'ai juste besoin d'une signature. C'est tout. L'oncle Bernard, depuis sa chaise, signe-le, gamine. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Une femme que je reconnaissais à peine, une vague cousine de mon père, a murmuré, pauvre Rémi. Il veut juste garder la maison. 31 pères Dieu. Certains compatissants, certains mal à l'aise, certains regardant leurs chaussures. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé le papier. J'ai regardé mon père, debout dans le jardin que ma mère avait planté, portant la confiance d'un homme à qui les femmes de sa vie n'avaient jamais dit non. Et j'ai senti l'enveloppe dans la poche de ma blouse, pressant contre mes côtes comme un deuxième battement de cœur. J'ai pris le stylo. J'ai besoin que vous compreniez. Je l'ai pris. Je l'ai tenu entre mes doigts et j'ai regardé la ligne où mon nom était censé aller. Et pendant une terrible seconde, j'ai compris ma mère complètement, parce que c'est ce que ça fait. C'est ce avec quoi elle a vécu chaque jour. Le poids de 31 regards. Le calcul que votre corps fait avant que votre cerveau ne rattrape son retard. Si je signe, ça s'arrête. Si j'accepte, le silence disparaît. Si je lui donne ce qu'il veut, je peux partir, respirer et ne plus jamais penser à cette table. J'ai compris à ce moment-là comment ma mère avait passé 30 ans à dire oui à un homme qui ne le méritait jamais. Pas parce qu'elle était faible, mais parce que le coup du non était une pièce pleine de gens qui décidaient que vous étiez le problème. Rémi m'a regardé tenir ce stylo et je l'ai vu. Une lueur de victoire dans ses yeux. Il pensait m'avoir eu. Il pensait que la pression, la foule et la cruauté imbibée de bière avaient fait ce qu'elle faisait toujours. Ne me mets pas dans l'embarras devant toute la famille, Amélie, a-t-il dit plus bas maintenant, se penchant? Presque doucement, comme il le disait à ma mère quand elle hésitait. Un cousin a bougé sur sa chaise de jardin.
Le bambin de quelqu'un a pleurniché. Le charbon dans le barbecue a crépité. J'ai tenu ce stylo pendant 5 longues secondes. Et puis je l'ai posé. Je l'ai posé sur la table, parallèle à l'acte de renonciation. Précisément et délibérément, comme je pose des instruments sur un plateau chirurgical. Non. Un mot. Sans volume derrière. Sans tremblement. Juste la syllabe la plus plate et la plus nette que j'ai jamais prononcée. Rémi a cligné des yeux. Pardon? Je ne signe pas ça. Pas aujourd'hui. Jamais. Le jardin est resté silencieux, mais la qualité du silence a changé, passant du choc à autre chose. L'anticipation. Le visage de mon père a pris la couleur du charbon dans son barbecue. Pas rouge d'embarras. Rouge de fureur. Le genre que je connaissais depuis l'enfance. Le genre qui faisait disparaître ma mère dans la cuisine et fermer doucement la porte derrière elle. Espèce d'ingrate. Il s'est repris, s'est recalibré, a regardé la foule, puis m'a regardé de nouveau. Tu es exactement comme ta mère, inutile et têtu. Il l'a dit plus fort qu'il n'en avait besoin, parce que Rémi avait toujours besoin de témoins quand il avait raison. Ta mère n'a rien laissé derrière elle qui vaille la peine d'en parler. Une coiffeuse et des fleurs mortes. Voilà son héritage. Et toi? Il a pointé un doigt dans ma direction. Tu es là à faire une scène parce que tu ne peux pas te résoudre à faire une chose simple pour l'homme qui t'a élevé. Delphine a touché son bras. Rémi, peut-être qu'on devrait. Silence. Il l'a repoussée sans la regarder. La main de Delphine est retombée. Elle a fait un demi-pas en arrière. L'oncle Bernard était assis, immobile, dans sa chaise Adirondack. La cousine Pascale a pris son plus jeune sur ses genoux. Un voisin que je connaissais depuis l'enfance a trouvé quelque chose de fascinant dans sa salade piémontaise. Rémi n'avait pas fini. Il ne l'était jamais. Il avait construit toute une vie sur le fait d'avoir le dernier mot. Et il a dû sentir que ça lui échappait, car ce qu'il a dit ensuite était la chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Il m'a regardé droit dans les yeux et sa voix est descendue à ce registre, celui qui prétendait être calme mais n'était en réalité que de la cruauté à une tonalité plus basse. Ta mère était trop faible pour faire quoi que ce soit de bien, y compris t'élever. Le jardin était si calme que je pouvais entendre le drapeau claquer sur son mât à 2 maisons de là. C'était la limite. Pas ce qu'il avait dit sur moi. Ça, je pouvais le supporter. Je le portais depuis 28 ans. Mais il l'a dit sur elle, la femme qui a passé ces derniers mois en vie à s'assurer que je serais exactement ici, exactement maintenant, avec exactement ce dont j'avais besoin. Il l'a dit sur ma mère. Et quelque chose en moi s'est verrouillé. Je me suis levé, pas vite, pas en colère. Je me suis levé comme je me lève au chevet d'un patient quand ses signes vitaux s'effondrent. Stable, contrôlé, déjà 3 longueurs d'avance. J'ai poussé l'acte de renonciation sur la table vers Rémi. Le papier a glissé sur la nappe à carreaux et s'est arrêté contre un bol de haricots blancs. Je ne signe pas ça, ai-je dit. Pas aujourd'hui, jamais. La bouche de Rémi s'est ouverte. Pour un homme qui avait toujours quelque chose à dire, il avait soudain l'air de bugger. Et je ferai attention à ce que tu vas dire ensuite à propos de ma mère. Ses yeux se sont plissés. Ou quoi? J'ai plongé la main dans la poche de poitrine de ma blouse, celle sur mon cœur, où je gardais habituellement une lampe stylo, et j'en ai sorti une enveloppe couleur crème, manuscrite, scellée jusqu'à 2 nuits auparavant. Quand je l'avais finalement ouverte à la table de cuisine de tante Carole avec une tasse de thé et une boîte de mouchoirs. Je l'ai brandie pour que tout le jardin puisse la voir. C'est drôle, ai-je dit. Maman m'a dit quelque chose de différent avant de mourir. Les yeux de Rémi se sont fixés sur l'enveloppe. Je pouvais le voir essayer de calculer. Qu'est-ce que c'était? Que avait-elle écrit? Qu'aurait-elle bien pu dire? Tu veux que je lise sa lettre? Le jardin a retenu son souffle. La main droite de Rémi, celle qui tenait la Cronenbourg, s'est mise à trembler. Pas beaucoup, juste assez. La canette en aluminium a fait un petit bruit de froissement dans le silence. Il savait. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il connaissait sa femme, et il savait qu'une femme qui avait été silencieuse pendant 30 ans n'écrit pas une lettre à moins d'avoir quelque chose à dire. Je n'ai pas attendu sa permission. J'ai glissé mon doigt sous le rabat.
Elle avait déjà été ouverte et refermée avec un morceau de scotch de la nuit où je l'avais lu pour la première fois chez Carole, et j'ai déplié les pages. 3 feuilles de papier à lettres crème, recto verso, dans la belle écriture de ma mère. L'écriture était stable, pas celle d'une femme malade. Pas encore. Rémi a fait un pas vers moi. Donne-moi ça. Quoi que ta mère ait écrit, elle n'avait pas toute sa tête. Elle a écrit ça 2 ans avant le diagnostic, Rémi. C'était tante Carole. Elle n'avait pas bougé de sa place près du fond, mais sa voix apportait à travers le jardin comme si elle avait attendu cette fréquence exacte. J'étais là quand elle l'a écrite. Je l'ai vue la signer. L'oncle Bernard s'est tourné sur sa chaise. Carole, qu'est-ce qui se passe? Carole ne lui a pas répondu. Elle regardait Rémi. Rémi a arrêté de marcher. Il a regardé de Carole à moi, puis à la lettre, puis de nouveau à Carole. Sa langue a passé sur sa lèvre inférieure. Une habitude nerveuse que j'avais remarquée 1000 fois, toujours juste avant qu'il ne mente. C'est ridicule, a-t-il dit. Hélène n'a pas tu as eu ton discours, papa. J'ai gardé ma voix neutre. La voix que j'utilise quand un membre de la famille crie et que j'ai besoin qu'il m'entende sans élever le ton. Maintenant, c'est au tour de maman. Delphine se tenait à 1 mètre derrière Rémi, serrant son verre de crément à 2 mains. Elle ressemblait à une femme qui regarde la vente de la maison capotée. J'ai baissé les yeux sur la première page. Une brise a traversé le jardin, chaude, sentant le charbon de bois, l'herbe coupée et les cierges magiques de quelqu'un, et elle a fait flotter les bords du papier dans mes mains. 31 personnes se sont penchées en avant sans s'en rendre compte. J'ai commencé à lire. Ma douce Amélie, ai-je lu à voix haute, et ma voix ne s'est brisée que sur le 2e mot. J'ai ravalé ma salive comme j'ai appris à ravaler les choses dans des pièces pleines de gens qui ont besoin de ma stabilité. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et je suis désolé. Pas de mourir. Pour toutes les années où j'étais en vie et où je n'ai pas dit ce que j'aurais dû dire. Le jardin était si immobile que je pouvais entendre la glace bouger dans les glacières. J'ai continué à lire. Ton père a dit à tout le monde que tu étais un accident, qu'il voulait un fils. Il l'a dit si souvent que je pense qu'il le croit maintenant. Mais j'ai besoin que tu saches la vérité. Parce que la vérité est la seule chose qu'il me reste à te donner. Rémi a dit, Amélie, ça suffit. Je n'ai pas levé les yeux. Je te voulais, Amélie. Je t'ai voulu plus que tout ce que j'ai jamais voulu. J'ai passé 2 ans dans une clinique de fertilité. 2 ans d'injection de progestérone chaque semaine, de prise de sang chaque mois, de rendez-vous où je conduisais seul parce que ton père disait que c'était une perte d'argent. Il ne voulait pas d'enfant, ni un fils, ni une fille. Il disait qu'on n'en avait pas les moyens. Il disait qu'il n'était pas prêt. Il a dit, et ce sont ses mots exacts, les enfants sont un gouffre financier. Je préférerais acheter un bateau. Une onde a parcouru la foule. La cousine Pascale a mis sa main sur sa bouche. L'oncle Bernard s'est redressé sur sa chaise. Quand je suis finalement tombée enceinte, ai-je continué, il a dit, très bien, mais si ce n'est pas un garçon, ne t'attends pas à ce que je sois enthousiaste. Et puis tu es venu. Tu es venu et tu étais tout. J'ai fait une pause, j'ai respiré. Le visage de Rémi avait une couleur que je n'avais jamais vue auparavant. Pas la colère, pas l'embarras. Quelque chose en dessous des deux. Quelque chose de vieux. Il a dit à tout le monde que tu étais un accident, ai-je lu, parce que la vérité l'embarrassait. Qu'un homme qui se disait chef de maison ait dû être supplié par sa femme pour devenir père. Qu'il s'y soit opposé à chaque étape. Qu'il n'ait accepté que parce que je lui ai dit que je le quitterais s'il disait non une fois de plus. Carole a parlé depuis le fond du jardin. Calme. Final. Elle a écrit ça 2 ans avant le diagnostic, Rémi. Elle n'était pas confuse. Elle n'était pas sous médicaments. Elle était lucide. Rémi n'a rien dit. Sa 6e Cronenbourg pendait à son côté, oublié, dégoulinant de condensation sur sa chaussure. Rémi a bougé. C'était rapide. Le bond d'un homme qui avait passé toute sa vie à être celui qui décidait quand une conversation était terminée. Il a franchi les 2 pas qui nous séparaient et a tendu la main vers la lettre, main ouverte, doigts agrippants. Donne-moi ça. Jules Moreau s'est levé du banc de pique-nique. 25 ans, le fils de Carole,
un M85 en bottes de travail. Il avait mangé en silence tout ce temps. Et maintenant, il se tenait entre Rémi et moi, les mains le long du corps. Pas agressif, pas théâtral, juste là. Oncle Rémi. La voix de Jules était à l'opposé de celle de Rémi. Basse, stable, imperturbable. Laisse-la finir. Rémi a regardé Jules comme s'il avait été giflé par un meuble. Dans le monde de Rémi, les jeunes hommes n'interrompaient pas les hommes plus âgés. Ça n'avait pas de sens. Ça ne te regarde pas, gamin. C'est une réunion de famille, a dit Jules. On dirait bien que ce sont des affaires de famille. Rémi s'est tourné vers la foule, les bras écartés, cherchant du soutien. Personne ne va. C'est ma famille. Ma maison. Vraiment? C'était moi. 2 mots. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Rémi s'est arrêté. Le mot m'a flottait dans l'air entre nous comme un défi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père l'entendre. L'oncle Bernard n'avait pas bougé de sa chaise Adirondack. Il regardait Rémi avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui auparavant. Pas de la loyauté, quelque chose de plus proche du doute. Delphine avait reculé. Son crément abandonné sur la table. Elle se tenait près du portail latéral, serrant ses clés de voiture. Personne n'était plus du côté de Rémi dans le jardin. Pas littéralement. Les gens n'avaient pas bougé, mais la gravité s'était déplacée. 31 personnes regardaient mon père, et pour la première fois, elles ne levaient pas les yeux. Je suis passé à la 2e page. La partie suivante, ai-je dit, c'est celle qui va compter. J'ai lissé la 2e page contre ma paume et j'ai lu, Amélie, il y a quelque chose à propos de la maison que tu dois savoir. Ton père l'a appelée la sienne depuis aussi longtemps que tu peux te souvenir. Mon toit, mes règles. Tu l'as entendu 1000 fois. Tout comme tout le monde. Je pouvais voir des têtes hocher légèrement dans le jardin. Il l'avait entendu aussi. Mais la maison au 414 rue des Lilas a été achetée avec 180 000 € de mes parents, tes grands-parents, David et Ruth Moreau. C'était leur argent, un héritage anticipé qu'ils m'ont donné quand ton père et moi nous sommes mariés parce qu'ils voulaient que j'aie quelque chose qui soit à moi. J'ai senti le silence s'approfondir. Ce n'était plus le silence du choc. C'était le silence de quelque chose qui se met en place. Le titre de propriété est à mon nom. Hélène Moreau-Dubois. Le nom de ton père n'y a jamais figuré. Il n'a pas payé pour elle. Il ne s'est pas porté garant. Ce n'est pas sa maison. Ça n'a jamais été sa maison. Le visage de Rémi est devenu blanc. Pas progressivement, d'un seul coup, comme un écran qui perd son alimentation. J'ai fait un testament, ai-je continué à lire. Un testament légal préparé par maître Richard Aubert et attesté par ma sœur Carole. La maison te revient, Amélie. Il a été déposé et enregistré pour la succession après ma mort. Au moment où tu liras ceci, le titre de propriété aura déjà été transféré. J'ai sorti de mon autre poche les 2 documents que j'avais apportés. Une photocopie du titre de propriété enregistré et une copie certifiée de la page pertinente du testament de ma mère. Je les ai posés sur la table, face visible, à côté de l'acte de renonciation que Rémi avait voulu me faire signer. 3 morceaux de papier, son mensonge à côté de sa vérité. Delphine a parlé la première. Elle était toujours près du portail, clé de voiture en main, et sa voix avait le ton plat d'une femme faisant une recherche de titre de propriété dans sa tête. Rémi, tu m'as dit que la maison était à toi. Rémi ne l'a pas regardé. C'est ma maison. J'y ai vécu 30 ans. La voix de Carole est venue de derrière moi, stable comme une plaidoirie finale. Vivre dans une maison ne la rend pas tienne, Rémi. La payer, oui, et tu ne l'as pas fait. L'oncle Bernard a fixé le titre sur la table. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas parlé, mais sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait 30 ans de conversation qui venaient de changer de sens. Rémi se tenait au milieu de son propre barbecue, entouré de 31 personnes qui étaient venues pour des saucisses, et il n'avait plus rien à dire. Sa main, celle qui m'avait pointé du doigt, qui avait brandi sa lettre, qui tenait sa bière comme un sceptre, tremblait. Je n'avais pas besoin de crier. Le titre parlait plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Il y a plus, ai-je dit. Je ne l'ai pas dit fort.
Je l'ai dit comme on dit, les résultats du labo sont arrivés à la famille d'un patient quand les nouvelles ne sont pas encore terminées. Je suis revenu à la lettre de ma mère. Avant de mourir, ai-je lu, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait réaliser que je ne pouvais pas laisser cela au hasard. Ton père a demandé une deuxième hypothèque sur notre maison, une maison qu'il ne possède pas. Par l'intermédiaire du Crédit Régional, le responsable des prêts a appelé notre avocat de famille parce que le nom de Rémi ne figurait pas sur le titre. La demande a été rejetée. J'ai levé les yeux. Rémi me fixait comme si je lisais son rapport d'autopsie alors qu'il était encore en vie. C'est là que j'ai su, ai-je lu. C'est là que j'ai appelé Carole. C'est là que nous sommes allés voir maître Richard Aubert et que nous avons tout officialisé. Le testament, la fiducie, cette lettre. Parce que si ton père essayait d'emprunter sur une maison qu'il ne possède pas de mon vivant, je n'avais aucun doute qu'il essaierait de te la prendre après ma mort. J'ai posé la lettre. Le jardin a traité l'information par vagues. D'abord les parents les plus proches. L'oncle Bernard se pinçant l'arête du nez. La cousine Pascale chuchotant quelque chose à son mari. Puis le cercle extérieur. Les voisins échangeant des regards. Les dames de l'église devenant très silencieuses. Et puis Delphine. Elle était déjà à mi-chemin du portail, mais elle s'est arrêtée et s'est retournée. Sa voix avait perdu toute trace de cette cadence chaleureuse et apaisante de visite de maison. Rémi, as-tu essayé d'hypothéquer une maison qui n'était pas à toi? Chérie, je peux t'expliquer. Je suis agent immobilier, Rémi. Elle tenait ses clés de voiture comme un verdict. Je sais reconnaître une fraude. Le portail s'est refermé derrière elle. Un instant plus tard, un moteur a démarré dans l'allée, des pneus ont roulé sur le gravier, et Delphine Kessler était partie. Rémi a regardé le portail pendant 3 longues secondes. Puis il s'est assis sur sa chaise de jardin comme si on lui avait coupé les ficelles. Il restait une page. J'ai failli ne pas la lire. Les 2 premières avaient fait le travail, les faits, les preuves, l'architecture d'un mensonge démantelé en public. Mais la dernière page ne parlait pas de propriété ou d'hypothèque. Elle parlait de quelque chose de plus difficile. Mes mains ont tremblé pour la première fois de l'après-midi. Pas de peur, de chagrin. J'ai une dernière chose à dire, ai-je lu. Et celle-ci est pour moi, pas pour lui. La foule n'a pas bougé. Quelque part dans le pâté de maisons voisins, quelqu'un a allumé une fusée de feu d'artifice. Elle a sifflé et a éclaté et personne n'a bronché. J'ai passé 30 ans marié à ton père et je ne lui ai jamais dit non une seule fois. Je n'ai jamais discuté. Je n'ai jamais élevé la voix. Je ne suis jamais parti, même quand j'aurais dû. Je me disais que c'était pour toi, que je maintenais la famille unie. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Ma voix s'est brisée. Je l'ai laissé faire. La chose dont j'ai le plus honte, la chose qui me tient éveillé à 3 heures du matin quand les analgésiques ne font plus effet, c'est que chaque fois qu'il criait sur toi au lieu de moi, une partie de moi était soulagée. Et puis je me détestais pour ça. À chaque fois. La cousine Pascale pleurait. Elle n'était pas la seule. L'oncle Bernard s'est levé de sa chaise, s'est dirigé vers le bord de la terrasse et s'est arrêté là, le dos tourné à tout le monde, les mains dans les poches, la tête baissée. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, ai-je lu. Mais je peux te donner ce que je n'ai jamais eu. La maison est à toi. La fiducie que Carole m'a aidé à mettre en place, 220 000 €, c'est à toi aussi. C'est mes excuses et mon amour dans la même enveloppe. J'ai lu la dernière ligne lentement parce que ma mère l'avait souligné 2 fois. Tu n'étais pas un accident, Amélie. Tu as été la chose pour laquelle je me suis battu le plus fort. N'aie pas peur de dire ce que je n'ai jamais pu. Tu as le droit de dire non. J'ai plié la lettre. 3 feuilles de papier à lettres crème, de retour dans l'enveloppe. De retour dans ma poche, contre mon cœur. Rémi était assis sur sa chaise de jardin avec sa 6e bière qui fuyait sur l'herbe à côté de lui, entouré de 31 personnes qui ne pouvaient plus le regarder dans les yeux. Il n'a pas dit un mot. Pendant un long moment, les seuls sons étaient le drapeau à 2 maisons de là et un chien qui aboyait quelque part dans la rue voisine. Le barbecue fumait encore. La nourriture était toujours sortie. Les guirlandes lumineuses que ma mère avait accrochées commençaient à briller dans le ciel du début de soirée. Personne n'est parti. Personne n'a parlé. C'était comme si tout le jardin retenait son souffle,
attendant de savoir quel genre de famille ils allaient être maintenant. Rémi a regardé autour de lui. Il a tourné la tête lentement, cherchant les visages qui avaient toujours été de son côté. Les gens qui avaient hoché la tête quand il disait ma maison. Qui avait ri quand il disait je voulais un fils. Qui m'avait envoyé des textos pour que je l'appelle davantage. Personne n'a croisé son regard. La vague cousine qui avait murmuré au pauvre Rémi et 10 minutes plus tôt était assise avec son assiette sur les genoux, fixant l'herbe. Ses yeux étaient rouges. Rémi a essayé. Vous allez tous croire une femme morte plutôt que moi. C'est tombé comme une pierre dans un étang. Des ondulations, puis le silence. Personne n'a répondu. Jules a dit depuis le banc de pique-nique, sans chaleur, on va croire un testament notarié et un titre de propriété, oncle Rémi. Carole s'est avancée, s'arrêtant à côté de moi. Elle ne m'a pas touché, mais je pouvais sentir sa stabilité comme un mur. Rémi, a-t-elle dit, Maître Aubert a tous les documents originaux. Je te suggère de contacter ton propre avocat. Une pause. Tu vas en avoir besoin. J'ai rassemblé les papiers de la table, le titre, le testament, l'acte de renonciation non signé, et je les ai empilés proprement. J'ai remis la lettre dans la poche de ma blouse. J'ai repoussé ma chaise. Puis j'ai dit la dernière chose que j'allais dire à mon père à cette table. Je ne vends pas cette maison. Je ne signe rien. Et je ne te demande pas ta permission. Je l'ai regardé une dernière fois. L'homme sur la chaise de jardin, dans le jardin qu'il ne possédait pas, tenant l'autorité qui ne fonctionnait plus. Il avait l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas pitoyable, juste de la bonne taille pour la première fois. Je suis sorti par le portail latéral. Carole et Jules ont suivi. Derrière moi, 31 personnes étaient assises avec leurs assiettes en carton, leurs cierges magiques et les ruines d'une histoire qu'ils avaient crue pendant 30 ans. Voici ce qui s'est passé ensuite, parce que je sais que vous vous posez la question. Maître Aubert a envoyé une lettre officielle à Rémi le lundi suivant. Courrier recommandé avec accusé de réception. Il y était indiqué en langage juridique clair que la propriété au 414 rue des Lilas appartenait à Amélie-Hélène Dubois, conformément au dernier testament d'Hélène Moreau-Dubois, que la succession avait été entièrement administrée par le tribunal, et que Rémi A. Dubois occupait la propriété sans droit légal. Il a eu 60 jours pour quitter les lieux. Standard, dans les règles, sans théâtralité. Rémi n'a pas engagé d'avocat. Je ne pense pas qu'il pouvait se le permettre. La dette de carte de crédit seule s'élevait à 38 000 €. Je l'ai appris plus tard par l'oncle Bernard, qui avait vu un relevé sur le comptoir de la cuisine de Rémi. Ajoutez le prêt Toto pour le Peugeot 5008, plus ce qu'il avait dépensé pour le barbecue Weber et les dîners de Delphine, et la vie d'un homme prétendant être plus riche qu'il ne l'était, et il ne restait plus rien. La maison qu'il avait essayé de vendre, estimée à 280 000 € par la propre analyse de marché de Delphine, n'avait jamais été à lui pour la vendre. La deuxième hypothèque qu'il avait tenté de contracter avait été refusée parce que son nom ne figurait pas sur le titre. L'acte de renonciation qu'il avait essayé de me faire signer aurait été le seul moyen de faire fonctionner tout cela, et je ne l'avais pas signé. Tout son plan dépendait d'une seule chose, que sa fille ait trop peur de dire non. Delphine a cessé de répondre à ses appels en une semaine. A bloqué son numéro à la fin du mois. Je n'ai aucune rancune envers Delphine. Elle cherchait un homme avec des biens, et Rémi s'était présenté comme tel. Ce n'est pas de l'amour, mais ce n'est pas non plus mon problème. La fiducie que ma mère avait mise en place contenait 220 000 €, assez pour rembourser mes prêts étudiants, créer un fonds d'urgence et avoir encore de l'argent de côté pour l'avenir. Ma mère avait planifié cela depuis un lit d'hôpital pendant que Rémi était dans le garage à polir sa voiture. Elle était dans la cuisine avec Carole, construisant un pare-feu avec de l'encre et des tampons de notaire. L'oncle Bernard m'a appelé 2 semaines après le barbecue. J'étais assise sur la véranda de la maison de la rue des Lilas, ma maison, buvant un café et regardant les hortensias capter la lumière du matin, et son nom est apparu sur mon téléphone. Mon premier instinct a été de laisser sonner. La dernière fois que Bernard m'avait contacté, c'était pour me traiter d'égoïste et m'envoyer un article sur les mauvaises filles. J'ai quand même décroché. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, je te dois des excuses, gamine. J'ai attendu. J'ai cru tout ce qu'il m'a dit. Que tu ne venais pas le voir. Que tu t'en fichais. Qu'il faisait tout ça tout seul. Une pause.
Je viens d'apprendre par Carole que tu as été la seule à emmener ta mère à la chimio, à chaque rendez-vous, pendant plus d'1 an. Et Rémi m'a dit, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que tu refusais d'aider. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la douleur familière d'un mensonge qui avait fait ses dégâts bien avant que la vérité n'arrive. Il m'a dit beaucoup de choses, a dit Bernard, sur la maison, sur ta mère, sur tout. Et j'ai juste. Je l'ai cru parce que c'est mon frère, et je suis désolé. Merci, oncle Bernard, ai-je dit. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Il s'est éclairci la gorge. Une dernière chose. Il y a quelques mois, il m'a demandé de co-signer un prêt personnel de 20 000 €. J'ai dit non parce que ça ne me semblait pas juste. Un rire fatigué. Je suppose que maintenant je sais pourquoi. Avant de raccrocher, il a dit la chose qui comptait le plus. Ta mère aurait été fière de toi, Amélie. Je suis resté assise sur cette véranda longtemps après cet appel. J'ai réemménagé dans la maison de la rue des Lilas à la fin du mois d'août, après l'expiration des 60 jours de Rémi. Il était déjà parti quand je suis arrivé avec mes cartons. Il avait laissé l'endroit plus propre que je ne l'attendais. La cuisine nettoyée, les poubelles sorties. Que ce soit par culpabilité ou par fierté, je ne le saurais jamais. Peut-être une combinaison que Rémi n'aurait jamais le vocabulaire pour expliquer. Le fauteuil relax avait disparu. Il l'avait emporté avec lui. Le seul meuble de la maison qui était indiscutablement le sien. Le salon semblait plus grand sans lui, plus lumineux. J'ai fait don du fauteuil à une association et j'ai mis à sa place un fauteuil de lecture que j'ai trouvé dans le même circuit de vide-grenier que ma mère aimait tant. La première chose que j'ai faite a été de raccrocher la photo de mariage. Je l'avais trouvée dans le garage, dans une boîte étiquetée à donner de l'écriture de Rémi. La photo, le manteau d'hiver de ma mère, quelques livres qu'elle avait aimés, et tout au fond, enveloppé dans un torchon, le Chanel numéro 5. Le flacon était presque vide. Je l'ai posé sur la coiffeuse où il avait toujours été. Carole est venue le premier soir avec un plat de lasagne et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que tout ce que Rémi avait jamais mis sur la table. Nous nous sommes assis au comptoir de la cuisine et n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Jules m'a aidé à monter les cartons. Il n'a rien dit de profond. Il a juste montré la porte de la chambre principale et a dit, « Tu prends cette chambre ?» Et j'ai dit, « Oui, je crois bien. » Cette nuit-là, je me suis assise à la coiffeuse de ma mère pour la première fois. Je me suis regardé dans le miroir ovale dans lequel elle s'était regardée chaque matin pendant 30 ans. J'ai posé la lettre sur la coiffeuse, appuyée contre le miroir. Puis je suis sorti et j'ai arrosé les hortensias. Je vivais dans la maison de ma mère, pas la maison de mon père, la sienne, et maintenant la mienne. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais signé ce papier au barbecue. Si je m'étais plié comme il s'y attendait, comme ma mère l'avait toujours fait. Si j'étais devenu elle pour une génération de plus. Et puis je pense qu'elle a écrit cette lettre pour que je n'ai pas à l'être. Elle a passé ces derniers bons mois à s'assurer que j'aurais un terrain solide sur lequel me tenir et les preuves pour le confirmer. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous avez eu peur de dire non? Quelqu'un qui a raconté votre histoire pour vous, plus fort que vous ne pouviez le faire vous-même? J'adorerais en entendre parler dans les commentaires. 6 mois après le barbecue, j'ai eu des nouvelles de Rémi par l'oncle Bernard. Il avait emménagé dans la chambre d'amis de Bernard. Il faisait des heures supplémentaires au magasin de pièces auto. Toujours directeur adjoint, toujours plein de ressentiments à ce sujet. Mais maintenant, sans le filet de sécurité d'une maison qu'il n'avait jamais possédée pour retomber sur ses pieds. Bernard a dit que Rémi passait la plupart de ses soirées dans la chambre d'amis à regarder la télé sur un petit écran qu'il avait apporté de la rue des Lilas. Il ne parlait pas beaucoup du barbecue. Il ne parlait pas beaucoup de quoi que ce soit. Delphine l'avait bloqué partout. Téléphone, email, réseaux sociaux. Elle était passée à une nouvelle annonce et, vraisemblablement, à un nouvel homme avec un titre de propriété vérifié. Je ne peux pas dire que je lui en veuille. Rémi ne m'avait pas appelé, pas une seule fois en 6 mois. Je ne l'avais pas appelé non plus, mais je voulais être clair sur une chose. Je ne lui ai pas dit qu'il ne pourrait jamais me contacter. Je n'ai pas claqué une porte. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire, puis j'ai attendu. S'il appelle, ai-je dit à Carole un dimanche autour d'un café, je répondrai. Mais il doit commencer par la vérité. La vraie vérité, pas la version de Rémi Dubois.
Carole a hoché la tête. Et s'il n'appelle pas, alors c'est son choix. Je le pensais. J'étais en paix avec les deux issues. Celle où mon père trouverait le courage d'être honnête pour la première fois de sa vie, et celle où il ne le ferait pas. Quoi qu'il en soit, j'étais debout dans ma propre maison, payant mes propres factures, dormant dans une chambre où la coiffeuse sentait le Chanel numéro 5. Et personne n'allait me tendre un stylo et me dire de signer pour renoncer à ce que ma mère m'avait donné. Les gens me demandent si ça en valait la peine. La confrontation, la lettre, le barbecue. Ils veulent savoir si je me sens vengé. Si la vengeance a un goût aussi bon qu'on le dit. Voici ce que je vous dirai. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je ne me suis pas levé à cette table parce que je voulais humilier mon père. Je me suis levé parce que ma mère me l'a demandé. Pas avec ces mots, mais dans chaque mot qu'elle a écrit dans cette lettre. Elle m'a demandé d'être la femme qu'elle n'a pas pu être. Et la plus petite chose que je pouvais faire pour l'honorer était d'ouvrir la bouche quand elle aurait fermé la sienne. Ma mère a vécu 30 ans dans la peur. Elle a cuisiné ses repas, plié ses chemises et s'est assise sur le siège passager de sa propre vie. Et la seule chose qu'elle ne pouvait pas se pardonner, c'est d'avoir laissé sa colère se diriger vers moi, parce que cela signifiait qu'elle ne se dirigeait pas vers elle. Elle l'a écrit dans la lettre. Elle n'a pas enjolivé les choses ou trouvé des excuses. Elle l'a simplement dit clairement, comme elle aurait dû pouvoir tout dire. Je ne déteste pas mon père. Je veux être clair à ce sujet. La haine demande une énergie que je préfère consacrer à des gardes de 12 heures, à des hortensias et à des dîners du dimanche avec Carole et Jules. Ce que je ressens pour Rémi est quelque chose de plus calme et de plus précis. Une reconnaissance qu'il est un homme à qui on a donné une famille et qu'il a traité comme une possession. Et quand les comptes ont été faits, il n'avait rien à son nom. J'ai appris quelque chose ce 14 juillet. Les limites ne sont pas égoïstes. Le silence n'est pas toujours la paix. Et les gens qui vous disent de préserver l'unité familiale sont généralement ceux qui ne sont pas déchirés par elle. Ma mère m'a appris tout cela. Elle a juste dû mourir d'abord pour le dire à voix haute. Et je pense que c'est la partie qui fait le plus mal. Ce matin, avant mon service, je suis sorti arroser les hortensias. Il était tôt, 6 heures du matin, la lumière encore faible et bleue, la rue calme. Je me tenais dans le jardin, pieds nus, comme le faisait ma mère, enjambant la 2e et la 3e planche de la véranda par habitude, même si je les avais réparées toutes les deux en septembre. Elle a planté ses buissons le premier printemps après leur emménagement. Rémi voulait les arracher, disait qu'il prenait trop de place dans le jardin, qu'il voulait de l'espace pour un barbecue et un jeu de fer à cheval. Ma mère a dit non. L'une des seules fois où elle l'a fait. Elle s'est tenue dans le jardin, de la terre sur les genoux et une truelle à la main, et a dit, ceci reste. Et ils sont restés pendant 30 ans. À travers chaque dispute et chaque silence et chaque fois que Rémi disait de ma maison au-devant des invités, ces hortensias ont continué à fleurir, bleus et violets et têtus et vivants. J'y pense beaucoup. Comment ma mère a perdu presque toutes les batailles de ce mariage, sauf les fleurs. Comment elle a choisi la seule chose pour laquelle elle était prête à se battre ici est accrochée des 2 mains dans la terre. Elle n'a pas pu se mettre en sécurité, mais elle a gardé les hortensias, et elle a gardé le titre de propriété, et elle a gardé la lettre. J'ai fermé le tuyau d'arrosage et je me suis tenu dans le jardin, mon jardin. La maison brillait, blanche derrière moi, dans la lumière du matin. Si vous me demandiez si ce que j'ai fait était une vengeance, je dirais, non, ce n'était pas une vengeance. C'était une promesse que ma mère m'a fait tenir. Je pense qu'elle aimerait ça. Voilà mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je sais qu'elle était longue, et je sais que certaines parties étaient difficiles à entendre. Elles étaient difficiles à raconter. Very present in the 1800s or the early 1900s, you know? Okay, fella. Okay. Okay, let's go. This way. Jokes aside, you appreciate me? Nah, listen, no masters. I would not be able to have conversations like that without amazing chatters like you. If there were, you know, less amazing people in the chat who were not very... What did I tell you? Simple as can be. Seems
seems a lot of the station workers are in on it these days. Hmm. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. True. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. Fair enough. Sure about going back to Strawberry after all that market business. Hmm. Sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. Ah, how reassuring. Long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? Alright. Sounds good. Yeah, but I'm very glad of the chat that I have. They allow me to talk about fun little topics like this without really being too judgmental. If I had, you know, I would say if I had Spot. a chat that was like not as open-minded, it would probably be a lot less fun, in my opinion. Okay, this should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. What were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. Ooh, a lockpick. Okay. Well, I'm Okay. hoping complete silence won't be necessary, but you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Interesting. Wait for the coach. Nice. There it is, right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. All right, here we go, chat. That is important and vital. Oh yeah, yeah. I mean, it is something that I think every channel should aim for on this platform. Stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm prepared. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit. Blackwater. Just Mrs. Chester Danson. Okay. Stop the coach, my good man! Stop the coach! Here. Whoa! Miss Dempsey, why did you stop singing? The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are prigs and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Okay. Could you? It's such a small show. Would you sing something for me? I'm looking for a mezzo soprano. Well, I don't know. Miss Dempsey, you owe it to West Elizabeth. Without being detected. Okay, okay. Non lasciare
dear. Adagio. Molto adagio. Segreto. Madam, I've heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough about Mrs. Damson. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. I think we pulled it off, Chad. I think we're sneaky about this. We got it. We got it working. Okay. It's so important, especially in a day and age where any online space is so toxic. Oh, 100%, yeah. You can have fun and be weird and even gross without being hurtful. Oh, for sure. Absolutely. Yeah, no. If you know how to, you know, approach a subject in a very respectful manner, I think you can have a lot of fun with it. Little finesse for once. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, jolly good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Easy money. Well done, chat. Well done. Ooh, we got 187. Hell yeah. Okay, okay. All right. Let's take a look at the map here, chat. What do we have? We have Bill here in town. Okay, okay. Any other major missions? Just Albert and Jeremiah. Okay, okay. Oh, I remember this guy. Yeah, I remember him. Okay, okay. So we're here right now. I actually don't know. Where did I meet Jeremiah at? I don't remember. Edgy doesn't have to mean bigoted, right? Yep, yep, exactly. Exactly. Yeah. Yeah, I mean, there's a reason why, you know, you have, for example, you have some comedians that are really, really popular, really well loved, and those comedians are very edgy. They you know, kind of have a lot of jokes and material that they use, which are kind of I don't know. I don't know if I'm thinking of the right word, but maybe crude is a good way to potentially describe it. Even though, you know, their material might be considered as like potentially like debatable, you know, maybe some people don't necessarily love that type of comedy. It's not really like hurtful in any way, right? It's not really meant to you know, meant to insult anyone or meant to, like, you know, hurt people, I guess. So that's I think an important thing for sure. Okay. Yep. Let's go see if we can figure out where this house is, chat. I have no idea. No idea where we are headed, but we'll take a little bit of a ride here and see. Out of the damn way. Sheesh. Punching down concept? Absolutely. 100%. 100%. So, No Masters, are you currently playing any of, like, the games that are recently released? Like, I know right now a really big game that a lot of people are into is Pragmata. I don't know if you're interested in that game, or I don't know if there's any, like, games that might be coming out in the near future that you're looking forward to. Because I do know that you have, you know, the games that you normally play on your channel. You've talked about how incredible that those games are. Ooh, Crimson Desert. Hell yeah, hell yeah.